Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au chalet La Monde de Jeu, ou juste à côté, parce qu'on n'enregistre pas exactement au chalet, avec notre invité exceptionnel du matin. Bonjour Shadi. Bonjour Martin. Shadi Torbet, mesdames et messieurs, pour parler notamment des jeux Impatience. Il n'est pas tout seul, puisque nous avons également Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour Shadi, bonjour tout le monde. Et c'est notre matinale. Vous savez, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de matinale tous ensemble pour pouvoir discuter un peu jeux de société avec un éditeur. Je crois que c'était avant Cannes, le dernier éditeur qu'on a reçu, Aline. Quelqu'un parle de toi, Shadi? Oh mon Dieu. C'est vrai, à ce point-là. Je sais pas. On va pouvoir discuter ensemble, notamment, vous le savez, des jeux Impatience. Ce sont les jeux dont tu es l'éditeur, mais on va prendre le temps aussi de discuter tout simplement de refaire connaissance pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. C'est l'occasion qu'on a quand on vient au chalet de pouvoir discuter tous ensemble. Et n'hésitez pas, puisque nous enregistrons en direct sur Twitch, n'hésitez pas à nous regarder, à discuter avec nous, n'hésitez pas à nous regarder, c'est mieux, hein, forcément, mais à discuter, à utiliser le chat pour poser des questions si vous ne connaissez pas bien. On va en profiter directement par insister sur le type de jeu dont il s'agit, puisqu'il y a une particularité forte au jeu publié par Impatience, c'est que très souvent, toujours, on peut y jouer en solo. Toujours en solo et presque toujours en coop. Presque toujours en coop et parfois à plus nombreux, parce qu'on n'est pas obligé de jouer en solo ou à deux. Il y a quelques jeux auxquels on peut jouer jusque 4, je crois, hein, le maximum sur... Pour le moment, c'est le maximum. Je regarde derrière parce que vous les voyez peut-être en arrière-plan. On a tout mis et ça commence à faire une très chouette collection. C'est impressionnant le nombre de jeux que tu as fait. Alors ça commence à faire quelques années. Ça a combien d'années la gamme Onirim? Alors la gamme... L'univers, ça fait presque 20 ans. 20 ans C'était quand même, ouais. Publié d'abord chez Z-Man Games, puis Oui. Philosophia. Et puis j'ai repris 5 titres de la collection quand j'ai commencé Impatience. J'ai rajouté 3 titres sur les 9 de prévus. Donc on est à 8 déjà, c'est presque fini. Et puis entre-temps j'ai aussi publié des jeux d'autres auteurs. Et donc ça commence... Ça commence à faire une très jolie collection, mais surtout maintenant, c'est ta maison d'édition. Alors, comme d'habitude, cette vidéo est enregistrée en live sur Twitch, elle est rediffusée après sur YouTube, et nous avons une page internet que vous allez pouvoir consulter au moment de la rediffusion, où vous pourrez rechercher les différentes informations qui sont liées... Hop, je regarde si tout fonctionne bien. Oui, on vous montrera quelques informations en même temps. Justement, on va parler d'Impatience, mais quand on se connecte à ta page YouTube, à ta page Wikipédia plus exactement, c'est pas forcément de jeux de société. Je me suis même fait la réflexion, parce que c'est rigolo, finalement ça prend une part très importante de ta vie aujourd'hui, mais ton activité principale, je ne sais pas comment tu classes les choses dans ta tête, mais ça reste aussi le chant, puisque alors on va se connecter sur la page Wikipédia, c'est l'occasion de regarder. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs, c'est amusant, parce que j'ai aussi ma page Wikipédia, j'ai aussi eu une autre activité avant, et après avoir lu ta page, je me suis dit, mais c'est marrant que finalement le jeu de société... Faudrait leur envoyer une photo par contre. Hein. Tu vois qu'ils demandent fortement une photo. Le jeu de société, donc ça prend une petite zone ici en haut de la description, et après tu as un petit paragraphe en bas sur le jeu de société quand même pour parler notamment d'Onirim. En 2022, tu as créé ta propre maison d'édition. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion-là en pensant à la mienne, mais en fait, moi, il n'y a quasiment rien sur le jeu de société, alors que c'est l'essentiel de mon activité aujourd'hui. Je crois qu'il y a une toute petite ligne, il a créé une chaîne YouTube, point. Ma page, mais c'est parce que je ne l'alimente pas moi-même. Peut-être faudrait mettre la main à la pâte pour modifier un peu l'importance des choses de soi-même. Ouais, moi j'ai une super page Wikipédia, c'est marqué élue maîtresse de l'année en 2017. Non, c'est pas vrai du tout. Non, t'as pas été maîtresse de l'année du tout, Aline, t'as encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. Donc, on le voit, tu es un basse belge d'origine libanaise, auteur de jeux de société, mais évidemment ta biographie est centrée aussi sur le chant, puisque c'est ta carrière principale. C'est amusant ce que tu disais sur le fait qu'on modifie soi-même, c'est aussi rigolo de voir la perception finalement d'autrui par rapport à ce que nous, voilà, comme tu dis toi, tu as pas beaucoup sur ta... Moi j'ai jamais osé la modifier moi-même parce que t'as l'impression d'une fierté de te dire elle se fait toute seule ma page. En vrai la dernière fois qu'elle a été modifiée c'était Olivier qui est venu au chalet, je lui ai dit je la modifie pas, attends je vais le faire, et il l'a fait en fonction de ce qu'il fallait modifier, qui n'allait pas sur la page.
Oui, c'est bien aussi, c'est comme quand on pose des questions sur un forum sur les règles de jeu, de voir si quelqu'un d'autre peut répondre aussi, il faut répondre tout de suite. Non, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Donc, oui, par rapport pour répondre à ta question alors sur la proportion, c'est vrai que je pense que pour le moment, la maison d'édition occupe plus de temps que le chant, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup plus neuf. Pour le chant, je peux me reposer sur toute une série d'acquis et une méthode de travail, et là, ça doit faire facilement 25 ans que je suis en carrière, si je dis pas de bêtises, et donc fatalement déjà il y a une méthode de travail qui est là, qui est installée, il y a une grande partie du répertoire qui est déjà abordée, apprise, retenue, enfin, donc voilà, donc ça prend moins de temps de travail et de préparation, alors que la maison d'édition comme c'est encore très neuf, c'est fatalement beaucoup plus de temps passé pour faire évoluer tout ça, pour la faire grandir. Mais c'est aussi des activités qui sont un peu complémentaires, d'une certaine manière. Alors, visiblement, ça mange un peu sur ton temps de chant, j'ai l'impression, à t'écouter parler. Mais c'est comme pour le dessin, je ramène pas les choses à moi, mais malgré tout, quand on a une activité un peu solitaire dans le fait des répétitions en ce qui te concerne, parce que j'imagine qu'il y a une part quand même que tu fais en solo. Complètement, la part de préparation se fait en solo dans le chant, et puis après il y a les répétitions qui elles se font en groupe, généralement avec les collègues, ou avec le collègue ou la collègue pianiste si c'est juste un récital chant piano, et sinon si c'est un opéra c'est évidemment en grand groupe, c'est la troupe qui répète. J'allais dire, le jeu de société, forcément, ça pousse aussi à partager et à société à l'intérieur, mais tu as la particularité de faire des jeux qui se jouent aussi en solo, donc cette remarque, elle n'est pas tout à fait optimum, mais dans la création, dans l'échange, dans le développement et dans le fait d'offrir aux autres des jeux qu'ils pourront acheter par la suite, il y a quand même ce rapport à l'autre qui est très important. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose, une ouverture sur les autres, assez fort, alors que la bande dessinée, c'est vraiment, pour le coup, complètement solitaire. Aline, tu rigoles au message de Ludovic Maublanc, c'est ça? Oui. Moi, c'est pareil, sur Wikipédia, il me parle que de mes jeux et pas du tout de mes flancs à la vanille. C'est vrai qu'il y a toute une carrière. Mais ouvre ta boutique, Ludovic. Je pense qu'on a hâte de pouvoir aller dedans. Patrice Pilet, qui est présent sur le chat, nous parle de lyrisme et de jeux de société What Else. Il m'a promis, Patrice, qu'on trouverait une date pour aller voir un opéra, parce que j'ai avoué dernièrement que j'avais jamais été voir un opéra et que lui, c'est sa passion. C'est ses deux passions en fait, le jeu de société, donc tu es la bonne personne aujourd'hui sur le chat. Il faudra qu'on trouve une occasion un jour, mais on a des emplois du temps qui sont assez chargés, c'est pas si simple. Il y a peu d'opéras ici à Maté-Vésigneux, très très peu. Ceci dit, je suis pas du tout sûre de cette phrase, parce qu'on a un petit théâtre avec une vraie programmation juste en bas de la rue, ce qui pour un tout petit village est quand même assez exceptionnel. On a le théâtre de l'Enchanteur, ça s'appelle, dans le village, et ils reçoivent des groupes de chant, de théâtre, des spectacles, plein de choses. Sauf que la plupart du temps, on reçoit des gens au chalet exactement en même temps. Oui, mais on n'y pense pas suffisamment, mais on devrait y aller davantage, évidemment. En tout cas, c'est prévu, on le fera le plus vite possible. Donc, le projet s'est accéléré, on le voit sur ta page Wikipédia. Au moment du lancement de Impatience, c'est en 2022, c'est ça? Oui. Et donc là, j'imagine que le temps que tu consacres aux jeux de société a augmenté énormément. Oui, aux jeux de société, et puis il y a aussi tout un aspect administratif et voilà, mettre au point toute la structure pour une maison d'édition qui est aussi un peu, c'est évidemment lié directement au jeu de société, mais c'est pas du jeu, c'est pas du playtest, donc il y a aussi cet aspect-là qui a pris beaucoup de temps, qui là doucement je commence à avoir aussi finalement le même schéma que dans le chant. Il y a des choses qui s'installent et donc qui deviennent beaucoup plus faciles, qui prennent beaucoup moins de temps, et je pense que c'est normal, c'est comme ça que ça se passe pour presque toutes les activités. Voilà. Quand Ludovic ouvrira son officine de flanc, l'officine de flanc, beaucoup de travail au début. Et puis, Exactement, oui, ça, on connaît bien ça aussi. On l'avait déjà raconté, on a fait un canapé ensemble, on a eu l'occasion de retracer l'histoire de la maison d'édition, en revenant sur les précédents jeux, ceux qui étaient parus avant, leur nouvelle version. On va en dire deux mots, évidemment, mais juste avant... Si je peux me permettre, je te coupe un tout petit peu. On a aussi sur la chaîne une vidéo qui a été tournée ici en live puis rediffusée, qui est avec Élise Plessis, qui est l'illustratrice de l'univers. Et franchement, ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais on va revenir aussi sur le fait...
quand tu te lances dans le jeu de société, est-ce que ton activité de chanteur t'a orienté sur le type de jeu que tu as choisi de faire, c'est-à-dire des jeux solo? C'est un type de jeu que tu jouais particulièrement, toi, de base? Alors particulièrement, oui, mais il n'y avait pas énormément de choix au moment où j'ai commencé à créer la série de l'univers. Je pense que comme option transportable, on avait Al Capone dans la série Bonanza de Uwe Rosenberg, et c'était à peu près tout. Oui, moi je jouais pas mal solo à la grande boîte du Seigneur des Anneaux de Rainer Knizia, qui était paru chez Cosmos, et Tilsit à l'époque, c'était Tilsit qui avait fait la localisation française. C'était pas évident de mettre ça dans une valise, et sinon on avait les Patiences traditionnelles, qui d'ailleurs donnent le nom à la maison d'édition, et que j'avais trouvé globalement d'un ennui mortel. Ah bah oui, c'est ça. Pour moi c'était l'équivalent, c'était au jeu de société, enfin au jeu solo, ce que le jeu de loi était au jeu de société, enfin c'était un truc qui était plus du tout d'actualité par rapport aux excellents jeux multijoueurs qu'on avait, et donc c'est vrai que l'idée c'était un peu de recréer des patiences modernes et c'est comme ça que la série de l'univers a commencé. C'était effectivement pour avoir quelque chose que je pouvais prendre en voyage avec moi dans les tournées et les productions d'opéra. Il y a beaucoup de voyages quand on fait de l'opéra, il y a beaucoup de trajets longs. Il y a pas mal. Et puis surtout, c'est pas tellement les trajets longs, c'est qu'il y a le temps de répétition qui est généralement long. Si c'est une nouvelle production, et c'est souvent de nouvelles productions. Et donc, du coup, oui, il y a 1 mois et demi, 2 mois de répétition, généralement sur place. Et donc, à moins de recréer très très vite un cercle de joueurs dans la ville où on arrive, ce qui a pu arriver. Parfois en Allemagne, je découvrais un magasin de jeux qui faisait 1 ou 2 soirées jeux par semaine, donc il y avait moyen très très vite de faire partie d'une communauté de joueurs, mais c'est pas toujours le cas, ou alors il n'est pas toujours près du théâtre, enfin voilà, et donc du coup très très vite j'ai eu envie d'avoir des jeux que je pouvais jouer en solo, mais qui étaient à peu près du niveau de ce qu'on avait par ailleurs sur les jeux multijoueurs, et ça, les recueils de patience traditionnels ne donnaient pas du tout ça. Il n'y avait pas du tout de choix à l'époque sur le marché. Non, on parle d'il y a 20 ans. Mais on fait vraiment des trajets, parce que je ne connais pas du tout en réalité cette vie de tournée. Tu es vraiment parfois loin de chez toi pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça peut arriver? Oui, parce qu'il y a 1 mois et demi de répétition, puis il peut y avoir des représentations qui s'étalent sur 1 ou 2 semaines ou 3. Oui, c'est pas des spectacles itinérants. Et il y a ça aussi, il y a des compagnies qui font, pas beaucoup, mais il y a des compagnies aussi qui vont d'une ville à l'autre si ces villes n'ont pas de théâtre. Il y a une compagnie comme ça avec qui j'ai travaillé dans le sud de la Hollande, qui s'appelle d'ailleurs Opera Zuid. Et ils font toute une série de villes qui ont des théâtres mais qui n'ont pas de structure. Donc il y a les lieux pour recevoir les spectacles, mais il n'y a pas il y a pas de troupe, il n'y a pas d'orchestre. Et donc eux bougent d'un théâtre à l'autre. Donc il y a un peu de tout. Donc oui, parfois on est sur les routes. Et donc tu t'es lancé dans la réalisation de jeux de société aussi pour répondre à ta propre appétence pour les jeux, pour pouvoir y jouer. Et ça fonctionne ça quand on crée soi-même un jeu solo? Est-ce que ce jeu solo, au moment de sa création, forcément il y a beaucoup de travail et je pense que ça t'a occupé pendant un certain temps. Tu en es l'auteur du premier, le tout premier c'est celui-ci. Tu es l'auteur de ce jeu-là et de pas mal des suivants de la gamme Univers. Tous les suivants. L'univers, je fais pas tous les jeux, je suis pas l'auteur de tous les jeux Impatience. Non plus maintenant. Non, mais de tous les jeux de l'univers. Bon, la phase de création, c'est un jeu en lui-même, j'imagine. Ça prend beaucoup de temps et il y a ce plaisir-là. Mais derrière, maintenant qu'il y a toute une série derrière, est-ce que tu joues régulièrement à tes propres jeux? Alors, j'ai tendance à pas rejouer souvent à mes jeux déjà publiés. Oui. C'est même assez rare. Peut-être 1 fois par an ou tous les 2 ans, je me dis tiens, je le ressors, je fais une partie. Mais voilà, c'est vrai que comme tu disais, la phase de création est un jeu en soi et il y a une énorme phase de playtest et d'équilibrage. Et donc c'est des centaines et des centaines de parties qu'on enchaîne quand c'est en solo et puis que les testeurs vont aussi jouer de leur côté. Et donc c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit voilà, on est arrivé au bout du processus et j'ai pas nécesséirement besoin d'y retourner. C'est pas que j'ai pas envie, il n'y a pas ce côté comme j'ai plus ce côté sur les vieux enregistrements. Parce que là j'ai vraiment tendance à n'entendre que les défauts quand je m'entends enregistrer. Ce qui est pas c'est un peu une souffrance, mais c'est pas nécessairement inutile. Non, justement, c'est en fait plutôt un avantage, parce que si on s'écoute en se disant juste comme j'ai bien fait, c'est pas voilà, je vois pas l'intérêt, alors que ça permet de travailler, de se dire ok, ça c'était pas terrible, je vais essayer d'améliorer ça la prochaine fois. Pour un jeu publié, c'est pas du tout ça, puisque
on est dans le processus d'amélioration en cours de jeu. Et donc, en principe, si on se dit, voilà, c'est bon, là, maintenant, je le publie, a priori, il n'y a pas encore une erreur qu'on a laissée et dont on se dira 10 ans après, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors que par contre, si on entend un vieil enregistrement d'il y a 10 ans, ça vraiment, on peut se dire, ah, comment je faisais. Alors on peut le faire avec une certaine bienveillance, se dire, c'est pas terrible ce que je faisais il y a 10 ans, mais voilà, donc pas avoir envie de se jeter par le balcon, mais quand même entendre le défaut. Il y a peut-être, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, tu diras ton avis, mais il y a peut-être une différence entre le jeu tel que tu l'as conçu et le jeu, lui, te convient toujours, et l'édition elle-même, où tu pourrais te dire, bon, bah voilà, ce format de boîte, ou c'est encore deux choses différentes. Oui, c'est vrai, il y a la mise en forme qu'on peut avoir envie. Maintenant, il peut toujours y avoir un point de règle, on se dit, tiens, j'ai fait ça il y a 15 ans, je le referai pas maintenant, mais il y a quand même beaucoup plus ce côté, voilà, une fois que le projet est fini, et donc pour moi, c'est pas du tout une souffrance de revenir sur un jeu, j'ai même plutôt du plaisir, c'est juste une question de temps, et que je préfère travailler sur un nouveau projet. Et aussi sur un projet éventuellement d'un autre auteur, parce que pour moi, être éditeur, je me suis jamais dit, je veux juste être une boîte postale, les auteurs vont m'envoyer leur jeu, je vais taper des illustrations dessus, et puis voilà, et puis par ici la monnaie, quoi. Non, je pense qu'il y a un vrai travail pour moi, un éditeur, il y a un vrai travail de développement qui va au-delà, même de l'incarnation, je trouve. Oui, mais même au-delà de juste la direction artistique, qui est super importante, mais que je faisais déjà sur les jeux de l'univers. Donc ça, je t'ai évidemment préparé. Ça a toujours été un de mes grands plaisirs de travailler avec Élise sur la DA, et donc je m'attendais aussi à retrouver des sensations de ce genre sur les autres jeux, mais je me préparais aussi à faire un gros travail, enfin pas un gros travail, mais un travail de développement qui allait être plus ou moins gros suivant l'état du prototype que je recevais sur les jeux d'autres auteurs. Donc il y a tout ce temps-là, et je trouve ça plus intéressant que de reprendre un jeu qui pour moi est finalisé, et de me dire voilà, je vais juste rejouer pour. Je vous mets quelques boîtes. Alors, on a déjà fait une émission avec Élise Plessis qui a illustré tous les jeux de l'univers quand elle est passée dans la région, parce que ses parents habitent pas très loin. Oui. Mais par contre, elle habite assez loin maintenant. C'était quoi je me souviens plus. En Islande? Oui, il me semble que c'est en Islande qu'elle habite. Absolument. Ouais, c'est en Islande, et par contre son papa il habite ici tout près, pas tant que ça, mais pas trop loin par rapport à l'Islande. Donc voilà, je vous remonte ces jeux-là qui se sont installés. Maintenant, j'ai une question aussi pour les boutiques. Est-ce que c'est une demande qui a, s'il y a des boutiques qui nous suivent encore, est-ce que c'est une demande qui a augmenté, ça, le jeu solo? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus présent? Parce que j'imagine bien qu'il y a 20 ans, il y avait peu de personnes qui se déplaçaient en boutique pour demander du jeu solo, si ce n'est peut-être des solitaires éventuellement. Parce que maintenant, il y a une vraie proposition, alors chez toi bien sûr, mais on a aussi des jeux solo chez d'autres éditeurs, ça arrive de plus en plus régulièrement, avec quelques grands titres de jeux solo. On te demandera quels sont ceux que tu préfères également. Je suis curieux, moi, de savoir. C'est demandé dans le chat, ça fait plusieurs fois qu'on le demande. Oui, je lis le chat, alors je ne rebondis pas toujours en direct à toutes les questions, mais il y a des questions qui partent un peu dans tous les sens, forcément, comme Dominique qui demande si c'est une fierté de chanter des classiques, comme Carmen. Est-ce que tu as chanté Carmen? Je n'ai pas chanté Carmen, non. Je chantais le Barbier. Est-ce qu'il y a une fierté? Je ne sais pas si fierté est le terme approprié. Oui, une grande satisfaction. On est reconnaissant d'avoir la chance, qu'on nous laisse la chance de pouvoir le faire. Oui. En fait, quand on a. Mais hors des classiques, il y a aussi certaines redécouvertes d'opéras moins connus qui sont très très amusant aussi d'exhumer une partition dont on se dit qu'elle n'a pas été chantée depuis 2 siècles. C'est arrivé aussi. Donc il y a vraiment les deux. C'est vrai que il y a quelque chose de pouvoir chanter quand on a la proposition de chanter un opéra qui nous a bercé pendant nos années de formation. C'est vrai que ça c'est quelque chose aussi. Ouais. Je rebondis sur la phrase que tu as dit tout à l'heure, le fait de se regarder parfois, ça peut être un peu désagréable, mais en même temps, c'est très utile. Je suis toujours impressionné par ça, et notamment par ceux qui font des vidéos aussi, parce qu'on est concerné là-dessus, par le nombre de personnes qui nous disent « je ne supporte pas de me regarder », et parfois je culpabilise presque, moi, de ne pas du tout avoir ce problème. C'est-à-dire que quand je regarde mes propres vidéos, je ne vois pas forcément Martin, en fait, je vois juste l'outil que j'utilise pour faire des vidéos, pour passer des informations, et effectivement, j'ai comme toi ce regard critique, qui est utile parce que ça permet éventuellement de voir les défauts et de progresser. Je t'ai pas montré pour dire progresser, je t'ai dit pour que tu puisses réagir si tu le souhaites, parce que je te vois. Ah oui, c'est vrai, moi je sais pas, moi j'ai apprivoisé mon image, je pense, depuis le tout début, quand je faisais des vidéos, je me regardais moi.
et uniquement moi, il y avait toujours un truc qui me déplaisait. C'était mes dents, mes cheveux, ce genre de choses très superficielles au final. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, je regarde et je me dis, cette phrase, elle était plus cohérente, ou j'ai plus ou moins bien expliqué ce jeu, ou alors là, j'ai un peu bégayé, c'était ridicule. Enfin voilà, c'est plutôt sur la façon de présenter. Il y a une étape où tu passes de toi-même à l'efficacité que tu espères avoir eue pour présenter les choses. C'est normal au départ d'être c'est une évolution comme ça. Au tout début, d'être concentré sur soi-même, c'est assez normal. Mais derrière, il y a le côté utile qui est indispensable à analyser, notamment, j'imagine, pour les acteurs, en tout cas pour ceux qui font des vidéos de manière générale sur Internet aussi, puisqu'on est notre propre outil. Ce regard-là, en chant, j'imagine, c'est un peu la même chose. Oui. Vraiment, c'est clairement ça. Et c'est vrai que si on arrive à se détacher un peu d'une forme de narcissisme, de ma voix n'est pas, et de juste voir la démarche, la méthode, comment est-ce qu'on a pris tel son, est-ce qu'on a respecté les nuances sur cette phrase, c'est une grande aide. On sort un peu de son nombril, mais on a quand même l'avantage de l'outil. Parce qu'on peut aussi se dire, je veux jamais m'entendre, mais alors on perd la possibilité de s'améliorer en utilisant cet outil. Ouais, c'est vrai qu'il faut. Aussi. Oui. La commandance, nous dit Loulou, effectivement, il est important de se regarder pour corriger sa posture. La Marina nous dit, je n'aime pas me regarder non plus. Après, tu n'as peut-être pas l'occasion, en fait, de réaliser très régulièrement ou des vidéos ou de tourner... Il y a des choses qu'on découvre de soi-même. C'est ça aussi qui change, forcément. Mais c'est tout à fait normal, je pense pour les premières fois, quand on passe dans une émission, d'avoir un regard sur soi-même plus que sur... Il y a des choses qui sont étonnantes quand tu fais le montage d'une vidéo dans laquelle tu apparais. Tu te rends compte de choses qui ne sont pas tellement du nombrilisme comme je pouvais l'évoquer auparavant, mais des choses que tu vas dire plus facilement que d'autres, des tics de langage, un accent que tu croyais avoir gommé mais que tu entends sur certains mots. Ce genre de choses, c'est intéressant de le voir sur soi-même. Il y a bien des fois dans la vie où tu vivrais sans te rendre compte. Ah bah évidemment, on est beaucoup moins attentif que dans la vie habituelle à ces attitudes. On devrait être filmé en permanence, c'est ce que je pense pas. La Marina nous dit, je fais du théâtre et parfois c'est capté. Il faudra nous montrer si c'est capté, on est curieux de découvrir. Rachel dit, je ne bégayais pas, mais j'ai vu que je me léchais les babines. J'ai vite arrêté pendant tes vidéos. Bah oui, c'est... Là, on a des tics qu'on ignore. Oui, ça peut arriver effectivement de s'en rendre compte, c'est intéressant aussi. Il y a tellement de sujets dont on veut parler, je me rends compte que je pars dans tous les sens ce matin, mais forcément, moi c'est ce que j'aime bien aussi dans ces émissions-là, on reçoit des gens qui systématiquement dans le monde du jeu de société ont vécu d'autres expériences avant, ont d'autres bagages, ça nous permet de découvrir un monde qui est assez varié et donc d'aborder des thèmes différents. On va revenir quand même sur Impatience. Tu as fondé cette maison d'édition à partir du moment où, parce que ces jeux-là ont été distribués donc par Zinman et à un moment ça s'est arrêté. Pas celui-là. Celui-là, c'est le premier par Stellarion. Stellarion, c'est le premier qu'on a fait chez Impatience. Voilà, les autres ont été diffusés. Il en manque un là dans ce que j'ai ici, c'est le Sibérion, il est sorti après aussi. Sibérion est sorti après, oui, c'était Stellarion, Sibérion et Urbion l'année passée, la réédition de Equilibrium. Voilà, il nous manque Urbion ici, on s'en est rendu compte ce matin, mais on a les autres jeux. Les premiers ont été diffusés donc chez Zenman, une maison d'édition bien connue évidemment, qui continue d'ailleurs. Non, il continue sous d'autres noms maintenant. Je crois que comment ça s'appelle, Play to Z, je crois, la boîte d'édition de... Alors la boîte d'édition de Zev Schlesinger, c'est Play to Z, mais Zymen existe encore. Je pense qu'il continue la marque existe. La marque existe pour faire principalement, je pense, Pandémie. Mais ça c'est une vraie question. Est-ce que à partir du moment où la marque existe, c'est la même maison d'édition si le créateur est parti ailleurs et a refondé sa boîte parce que ce cas de figure existe assez régulièrement. Oui, ça existe, ouais. C'est vrai que l'ADN de Zymen, si je peux répondre, enfin essayer de tenter une réponse, l'ADN de Zymen, de la maison d'édition Zymen Games, c'était clairement Zev Schlesinger. À l'époque où on a commencé à travailler, où Onirim a été publié dans la petite boîte, et c'est vrai qu'il y avait une boulimie d'édition et de découverte, d'ailleurs dont j'ai profité. Je pense qu'un éditeur peut-être beaucoup plus prudent, à l'époque, il y a 20 ans, n'aurait jamais publié un jeu solo 2 joueurs d'un auteur totalement inconnu, et donc il y avait chez Zev cette volonté de découvrir de nouveaux jeux, de faire découvrir. Peut-être que aussi une maison d'édition traditionnelle n'aurait pas osé publier, je pense 1 ou 2 ans avant, un jeu sur des maladies qui se répandent dans le monde entier. Donc Zev avait ce côté comme ça de prendre des risques, d'essayer des choses que le milieu ne faisait pas. Aussi, c'est un des premiers à avoir publié les jeux d'auteurs japonais. À l'époque, ça se faisait pas du tout. Maintenant, c'est très à la mode. Effectivement, oui, avec dans la petite boîte de jeux de cartes, là, c'est ça. Oui. Parade notamment. Notamment, exactement. Je pense que c'était la première édition de Parade, c'était lui. Et c'est vrai que
après le rachat par Asmodée, Siemens a voulu, c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle l'univers n'était plus a quitté le giron de Siemens, c'est qu'on sentait bien qu'ils voulaient se concentrer sur quelques grandes licences, ce qui est une attitude respectable, c'est juste autre chose. Je pointe pas du doigt, c'est pas mauvais en soi, mais voilà, clairement il y a eu une inflexion dans la philosophie, et cette philosophie de découvrir plein de choses. J'ai croisé d'ailleurs Zev à Essen cette année, et je lui disais tiens, tu as combien de jeux prévus cette année? Il me disait 10, et je pense qu'il est seul dans sa maison d'édition, et je lui disais mais 10, mais comment tu fais? Il disait je peux pas ne pas les publier, j'ai tous ces magnifiques protos et je peux pas ne pas les... Et donc voilà, donc quelque part cette philosophie là de découverte un peu tous azimuts, on la retrouve effectivement chez Play2Z et plus chez Siemens qui maintenant s'occupe de cette très belle, c'est un très bon jeu Pandémie, donc il s'occupe de ce titre-là. Oui, puis je pense que c'est un peu usant pour un créateur de rester sur le même titre en permanence, de le nourrir, de travailler la communication. C'est autre chose. C'est un autre métier, effectivement. C'est une autre maison d'édition, donc... Mais c'est pour ça aussi, des fois, que je suis plus mesuré sur cette critique de la surproduction qu'il faut avoir pour le secteur dans son ensemble. Mais quand on parle des créateurs, on ne peut pas demander à un créatif de limiter ses envies de création. Naturellement, il y a ce besoin de créer des choses. On le dit très souvent aux auteurs, ne culpabilisez pas de proposer plein de jeux en édition. Vous n'allez pas vous limiter. Si vous avez des idées, il faut les développer. Il ne faut pas se priver. C'est une question de marché dans son ensemble, peut-être d'éditeur probablement, mais pas forcément une question de créateur. Donc je comprends, moi, les 10 jeux, évidemment, ils prennent des risques, ils risquent de ne pas tous les vendre. Ça, c'est l'aspect marché en lui-même. Ces jeux, donc, ils sont toujours disponibles. Tu m'as dit qu'il y en aurait donc 9 au total. 9 au total. 9 au total, et ça va s'arrêter. Première question, pour ceux qui se lancent dans le jeu solo, est-ce qu'il y a un conseil ou on peut commencer par n'importe quelle boîte? Elles sont assez différentes les unes des autres quand même. L'idée en fait c'était de proposer des mécaniques différentes d'un jeu à l'autre. Oui. Donc l'idée c'est d'avoir des jeux très différents. Moi j'aime bien quand je vois justement les commentaires et les listes que font les gens, les classements, qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Il y a bien sûr un consensus mathématique, on peut le dire, pour le moment c'est Siberion, je pense qu'il y a la meilleure note sur Board Game Geek. La fameuse note de Board Game Geek. C'est la fameuse note de Board Game Geek, c'est juste un consensus mathématique, ça ne veut pas dire grand-chose, et dans les listes, on a parfois des jeux qui se retrouvent en queue tout en bas d'une liste pour un joueur et qui vont être le jeu préféré d'un autre. Et en fait, moi, ça me fait plaisir quand je vois ça parce que c'était un peu le but. Le but, c'était d'avoir des jeux qui, bien qu'ils aient évidemment un ADN, des morceaux d'ADN en commun et qu'ils appartiennent tous au même univers, qu'ils proposent des mécaniques et des sensations quand même relativement différentes. Et donc c'est un peu difficile, ça va vraiment dépendre d'un joueur à l'autre, s'il préfère un jeu de dés, des jeux de tuiles, un jeu plus de développement, plus... Voilà. En fait, Siberion, je ne suis pas surpris qu'il ait la meilleure note dans la mesure où il a aussi un aspect un peu plus classique en termes de mise en place, de réflexion aussi. On a l'impression d'un jeu dont la mécanique nous est plus familière que parfois des jeux, et d'ailleurs félicitations pour ça, il y a certains types de jeux dans lesquels c'est pas si simple de rentrer et où on se rend compte de toute la richesse au fur et à mesure des parties en apprivoisant les mécaniques, parce que le jeu solo n'est pas du tout identique à du jeu à 3 ou 4 joueurs dans lequel on a forcément un peu plus de repères. Là, parfois, il faut avoir de la subtilité, notamment pour ceux que c'est les quelques jeux qui ont une gestion de deck de cartes qu'il va falloir appréhender. Stellarion, par exemple, pour parler des 2 premiers jeux de l'univers que j'ai publié chez Impatience, Stellarion, je pense, a surpris justement. Tu parlais de mécanique parce que là, c'est un jeu de gestion de paquets, et donc on a 8 paquets dont on ne peut jouer que la première carte, et en fait, c'est en combinant les cartes qui sont au sommet des paquets qu'on va pouvoir avancer dans le jeu. Et c'est vrai que c'est une mécanique, moi je l'avais vu nulle part ailleurs, dans une certaine mesure chez Aerion. C'est d'ailleurs Aerion qui m'a donné l'idée de faire un jeu, de faire Stellarion. Et c'est vrai que Siberion est un jeu, tu dis, les plus classiques. Il y a un côté développement, on monte en puissance sur différents types de cartes, différents types de pouvoirs, et c'est vrai que il y a un côté très très jouissif qui est peut-être plus entre guillemets classique. Enfin, c'est un système qu'on a pu voir ailleurs, d'augmenter, de développer ses pouvoirs, et c'est vrai qu'on n'a pas ça dans Stellarion, c'est autre chose, donc ça a peut-être pu surprendre, je sais pas. Moi j'ai vraiment cette attitude de ne pas, on parlait tout à l'heure du playtest d'un jeu et de publier un jeu. Je ne rejouais pas généralement souvent à mes jeux, parce que quand je les publie, j'estime qu'ils sont terminés, et donc c'est vrai qu'il y a du coup pour moi c'est terminé, c'est assez bien pour être montré au public, et à partir de ce moment-là, c'est aux joueurs de s'approprier les jeux.
Et c'est pas à moi de faire, par exemple, justement un classement ou de dire je préfère tel jeu ou tel jeu. Donc voilà, après je laisse chaque joueur trouver ça. Voilà, c'est le cas, on a eu plusieurs jeux cités qui étaient différents les uns des autres, mais globalement, il y a pas mal de Sylvion, on a beaucoup vu, oui. Et de Stellarion aussi. On a Miroslav Dragan qui nous dit, Michel Dufran, que peut-être tu connais, Stellarion et Sylvion, il nous conseille, lui. On a eu Nantoy qui insiste beaucoup sur Sylvion, qui visiblement est son jeu préféré, il l'a déjà cité précédemment. Avec enthousiasme. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Donc tu ne réponds pas à Mamidé qui nous dit lequel conseillez-vous pour découvrir la gamme, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir un conseil simple, mais le problème c'est que ça va dépendre des personnes aussi, j'imagine en tout cas. Oui, je pense que ça oui, vraiment, il faudrait les passer en revue. Sylvion, si on aime bien le Tower Defense, c'est une bonne porte d'entrée. Je dirais Onirim le premier, parce que c'est un jeu de gestion de main assez facile dans ses règles de base, qui a beaucoup d'extensions pour enrichir l'expérience. Si on est fan de jeux de tuiles, il y a Castellion. On a 2 jeux de dés avec Aérion et Nautilion. Nautilion, c'est un jeu de parcours. Oui. A priori, c'est le fameux Roll and Move qui est la pire mécanique ludique qui existe. J'ai voulu voir si je pouvais le twister pour en faire quelque chose d'intéressant. Aérion, c'est plus un jeu de combo de dés à la Yahtzee. On a évoqué Sibérion et Stellarion. Donc voilà, c'est un peu... oui. Voilà, vous avez eu quelques pistes pour pouvoir vous orienter. J'adore Onirim, facile à mettre en place, nous dit Dans les volcans. Nous avons Valoum qui nous dit dans la communauté des joueurs solo dont je fais partie, on ne cherche pas des mécaniques classiques, au contraire. Ça dépend aussi des joueurs, ça forcément, il y a des goûts qui sont différents pour les uns et pour les autres. On va revenir maintenant sur la nouvelle gamme. Ça, c'était le début d'histoire, tous ces jeux de l'univers dont tu étais systématiquement l'auteur. Tu continues à être auteur de jeux parce que dans les nouvelles sorties, tu n'es pas auteur de tous les jeux que tu nous as présentés récemment. Je suis auteur d'aucun des jeux de la nouvelle collection. J'exclus pas d'un jour ajouter un titre à cette nouvelle collection, mais c'est vrai que pour le moment, il y a l'univers à terminer. Il y a éventuellement l'un ou l'autre projet de spin-off sur l'univers qui sont à l'étude. Ça, je ne sais pas si on va continuer ou pas. Vous savez bien que c'était une fin ouverte. Oui, c'est une fin ouverte, oui, mais mais comme je disais, il faut que qu'une série sache s'arrêter à un moment ou se transformer pour éviter ce côté à un moment répété. Mais c'est le problème des séries. J'aime bien parce que vous ne savez pas pourquoi je réagis comme ça, mais parce qu'hier on a tourné une vidéo sur la nouvelle gamme et on a eu un début d'info que tu viens de lâcher, là. Voilà, il ne faut pas s'arrêter de manière générale. En tout cas, il ne faut pas fermer les portes définitivement. C'est bien de fermer la porte, mais on n'est pas obligé de la verrouiller et de jeter la clé. Donc tu as des protos en cours, c'était la question. Oui, j'ai des protos en cours, mais c'est vrai que pour le moment, le calendrier d'Inpatience étant assez chargé de jeux d'autres auteurs, et comme je disais, il y a tout ce travail de développement que je trouve extrêmement excitant. Voilà, donc j'ai pas besoin nécessairement maintenant de m'occuper de mes protos. C'est pas et pour moi la création ça a toujours été sous le signe du plaisir, dans la mesure où j'ai eu la grande chance d'avoir une série qui avait pas mal de succès, suffisamment de succès pour pouvoir la continuer et arriver au bout. Maintenant qu'il n'y a plus qu'un titre mais ça n'a jamais été à ce point rentable que j'avais un éditeur ou maintenant moi-même qui me courait derrière en disant voilà, on est en train de faire 10 millions, il nous faut absolument le prochain tome tout de suite, et que je sois obligé alors de publier un jeu dont j'étais pas convaincu juste parce que il faut faire tourner la machine. Et on pourrait dire bah non, c'est pas une chance, la chance c'est de décrocher le pactole et de faire plein d'argent, mais non, je pense que dans un processus de création c'est bien d'avoir la paix et de se dire d'avoir un éditeur. Ça c'était quand je travaillais avec Zimen, quand j'amenais un nouveau jeu, il disait ah oui chouette, on est content de l'avoir, mais j'avais pas la pression de il nous faut un jeu maintenant. Et en tant qu'éditeur c'est exactement la même chose. La série a son public, elle a du succès, ça je suis très reconnaissant de ça, que la série ait trouvé son public, mais c'est pas au point que je me dise bon bah voilà, il faut remonter le compte en banque, donc je vais leur sortir un jeu de l'univers parce que ah bah voilà, il faut bien, même si je suis pas convaincu. Et ça c'est vraiment c'est une chance en fait de pouvoir créer quand on a vraiment envie de créer. Moi, je vois ta façon de parler du jeu aussi un contexte, parce qu'on reçoit beaucoup d'éditeurs maintenant qui nous parlent de succès et qui nous parlent déjà d'objectifs de vente. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des jeux en nous disant, on a déjà entendu ça, Aline, des éditeurs qui nous disent, avec ce jeu-là, je vise autant d'éditions, autant d'exemplaires vendus, sinon ça ne vaut pas le coup de le faire. Et je choisis mes jeux en fonction de ça.
Et en t'écoutant, j'ai l'impression de revenir à il y a quelques années, effectivement, des éditeurs qui créent déjà pour le plaisir. Je ne fais pas de classement, hein, de c'est bien, c'est mal, c'est pas la question. Il n'y a pas de moralité à avoir là-dedans, mais forcément la démarche n'est pas la même parce que le secteur du jeu de société a évolué. Et puis les effectifs des maisons d'édition ne sont pas les mêmes non plus. Oui. Si toi, t'es ton éditeur et t'es ton seul salarié, employé, je ne sais pas comment est ton statut, mais ça n'a rien à voir avec une grosse maison d'édition qui doit faire vivre plusieurs employés ou beaucoup d'employés. Est-ce qu'il y a une pression quand même économique dans ta maison d'édition? Est-ce que tu essayes d'avoir un équilibre? Est-ce que quand tu sors un jeu, il y a un enjeu justement? Pour le moment, heureusement que non, parce que j'ai pas de salariés. J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi sur des missions spécifiques, graphistes, traducteurs, évidemment les illustrateurs, développeurs pour certains titres. Mais voilà, tous ces gens sont payés à la mission et donc et à ce niveau-là, on est réglo, on n'a pas de dette vis-à-vis des gens qui travaillent pour nous. Et on n'a pas de salaire à payer, ce qui enlève toute pression. Et du coup, les objectifs, c'est vrai que bien sûr que si je fais un jeu, c'est un peu comme quand on découvre un super morceau de musique, on a envie de le faire partager, c'est un peu ça la démarche. Donc bien sûr que j'ai envie de vendre le plus possible, parce que l'idée c'est que j'ai trouvé un super jeu. Par exemple là, tu as bien fait de montrer justement les deux premiers jeux qui sont pas de moi, dont je suis pas l'auteur. Et ça a été des coups de cœur, donc bien sûr que j'ai envie que d'autres joueurs y jouent. Et évidemment que l'argent généré par la vente de jeux permet aussi de financer d'autres projets, de payer les illustrateurs, de payer les avances des auteurs. Donc tout ça est important. Je peux pas dire non, qu'on en vende 10 ou 5000, c'est la même chose. Non, pas du tout. Mais je veux dire, juste 10 exemplaires ou 10 000, non, clairement, mais il n'y a pas cette pression financière de si ça se vend pas, je suis mort, ou j'ai 6 mois d'arriéré de salaire à payer. Ça, heureusement, je me suis pas mis cette chaîne au cou et je compte pas le faire dans l'immédiat, justement pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation où je me dis ok, ce jeu je le trouve pas terrible mais il pourrait vendre beaucoup, donc je vais le faire, parce que surtout qu'en plus c'est un calcul que je respecte tout à fait. Donc comme tu disais, il s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, mais j'ai l'impression que de toute façon on n'a pas la recette. Sinon, tous les gros éditeurs qui ont 50 employés ne sortiraient que des grosses machines et ça marcherait d'office. C'est comme à Hollywood. Bien sûr qu'il y a des blockbusters, on sent qu'ils sont calibrés pour être des pompes à fric. Et de temps en temps, il y en a un qui se plante absolument. Et d'une certaine façon, c'est pas pour être schadenfreude et se dire haha, mais c'est simplement c'est rassurant de se dire que il n'y a pas cette recette systématique. Il ne suffit pas de faire un film de super-héros avec de gros effets et une grosse campagne derrière pour que le public se rue en masse. Et c'est la même chose dans les jeux de société. Donc il n'y a de toute façon pas vraiment de recette. Et ça me va pour le moment, pour l'aspect plus artisanal de... Après, on sait que les jeux solo, naturellement, ont peut-être un potentiel qui est plus bas en termes de vente. Je ne me rends pas trop compte. En réalité, Patrice, on a posé la question donc de s'il y avait une vraie demande en boutique. C'est assez loin, mais Patrice nous a répondu que oui, il y a une demande solo. Je recherche son message si tu veux le voir. Et pendant que tu cherches, on peut commenter que c'est tellement jouissif quand il s'agit du contraire exactement. Quand un film d'un petit réalisateur avec des acteurs qui ne sont pas connus fait le buzz et puis parce qu'il est excellent, ce film devient incontournable, c'est incroyablement génial de le constater. Voilà. T'as retrouvé ? Je n'ai pas retrouvé, mais le message grosso modo c'était qu'effectivement il y a une demande de jeux solo de plus en plus importante. On met même des pictogrammes jeux solo, nous précise Patrice, puisque effectivement il y a beaucoup de joueurs qui se sont ouverts à ce type de jeu-là. Alors paradoxalement, j'ai envie de dire, les jeux solo se vendent naturellement moins, c'est rare qu'on les voit dans les classements des meilleures ventes. Je dis paradoxalement parce que quand on achète un jeu qui se joue à 4, on a besoin d'un jeu pour 4 joueurs. Les jeux solo, chacun doit en avoir un, mais tout le monde n'est pas nécessairement amateur de ce type de jeu. Renonçons à ceux qui sont sortis donc après l'Onirim, après l'univers. Nous avons, je dis Onirim à chaque fois, Scoventyr, donc le premier avec Sphinx qui est sorti juste après. Ça c'était, alors Onirim en 2023, c'est ça ? 3. 2024, Sphinx. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de sorties ces 2 dernières années. J'essaye de faire 2 sorties par an. 2 sorties par an, mais là, il y en a un peu plus. Là, il y a un peu plus, mais c'est des petits jeux. On va y revenir. Et c'est une nouvelle collection, d'où le fait que... Mais oui, je pense que 2 sorties par an. J'essaye de viser... Là aussi, il a fallu quelques années pour ajuster le calendrier, d'avoir une sortie à Essen et une sortie à Cannes.
C'est un peu les deux grands festivals que j'essaye d'avoir. La sortie à Essen, on a réussi, quasi dès le début. Cannes, on était un peu en retard l'année passée, et là, cette année, on a réussi à avoir une sortie cannoise. Remarque très judicieuse, comme toujours, de Rachel, qui nous dit qu'il ne faut pas fermer les jeux solo au multi, ça fait souvent d'excellents coop, et on l'a vu nous hier en jouant, on a joué à des jeux solo à plusieurs, puisqu'on on a même tourné, alors ça c'est rigolo, très souvent quand on fait des formats de type showroom dans lesquels on présente plusieurs jeux, on l'a fait là sur les 4 nouvelles sorties, très souvent on se met à 2, et là on s'est posé la question, on s'est mis à 3, Aline tu as participé à cette émission là, parce qu'on a eu le sentiment qu'il y avait une plus-value à être 3 sur du jeu solo, alors que pas nécessairement sur d'autres types de jeux, tout simplement. C'est vrai qu'on s'est fait cette réflexion, je disais c'est quand même incroyable on fait des showrooms d'éditeurs qui ne s'adressent pas qui ne font pas de jeux solo. Je ne viens pas. Et cette fois-ci, pour du jeu solo, on était les 3. Et parce qu'on était dans le commentaire aussi. Et ce type de jeu, on a envie de les commenter. Tout simplement, on a envie de commenter chacun de nos choix. C'est facile à faire puisque c'est solo, donc c'est public. Les informations ne sont pas cachées. Il y a un vrai plaisir à discuter à 3 et c'était vraiment super. On s'entend réfléchir, c'est ça. Je vais peut-être répondre à 2. Alors donc, Onirim, il y a une question. Onirim n'est pas plus vieux que ça. Effectivement, c'est bien avant le confinement. Donc la première édition d'Onirim, je pense que c'était en 2010, et l'édition en format carré qu'on a vu tout à l'heure, c'était 2012-2013. Donc oui, Onirim est plus ancien. La date qu'on évoquait, 2022, ça c'était le début de la maison d'édition Impatience qui a repris les 5 premiers titres, mais qui évidemment étaient antérieurs. Et alors, effectivement, sur fermer les jeux solo multi, je milite pour le plus 1. Oui, c'est Rachel qui nous a marqué ça. Alors, effectivement, le 1, enfin pas plus 1, 1 plus, pardon. 1 plus, c'est vrai que je me suis posé... Donc ça, c'est dans les indications sur le bord des boîtes, souvent. Là, tu as marqué 1. Moi, j'ai marqué Freygarde, par exemple. Oui, et sur Ravel, alors qu'on l'a joué à 3 hier, et qu'au Festival de Cannes, il y avait des tables de 4-5 qui jouaient. Donc, c'est vrai, 1 plus, c'est pas mal. La seule hésitation que j'ai par rapport au 1 plus, c'est comme si on n'assumait pas de faire du jeu solo. Oui. Et que, moi, je me rappelle un de mes traumatismes de jeunesse, de jeunes amateurs de jeux, j'étais pas auteur à ce moment-là, c'est d'avoir acheté une boîte de diplomatie où c'était écrit de 2 à 6 et genre 2 heures et plus. Alors que diplomatie, je sais qu'ils ont joué à diplomatie, c'est des parties qui prennent beaucoup plus que 2 heures, et mettre 2 joueurs sur une boîte de diplomatie, c'est juste absurde. Je me rappelle même pas s'il y avait une variante pour 2 joueurs officiels, mais c'est vraiment pas le jeu fait pour. Et là, je m'étais dit, mais c'est quoi ça? C'est vraiment ces trucs d'éditeurs pour nous faire acheter des trucs qui sont pas. Et donc c'est vrai. Alors là, c'est pas la même chose, parce que c'est vrai que si on met 1 plus, on dit clairement que c'est un jeu solo qui peut se jouer à plus. Mais j'ai dans le fond de ma tête comme ça, ne fais pas comme ces éditeurs qui essayent de maximiser le nombre de joueurs et de réduire la durée juste pour augmenter les ventes. Et donc du coup, j'ai une petite hésitation à faire ça, mais c'est vrai que là, on est en vue Ravel jouer comme ça à plusieurs, alors que c'est entre guillemets un pur jeu solo. Je me suis dit oui, peut-être que 1 plus ce serait plus juste. Oui. Timoré, je nous dis, alors on va te poser la question aussi, tes jeux solo préférés indépendamment de ceux que tu as publiés. Je me rappelle aussi de Vendredi de Friedman Friseux qui était chez Philosophia. C'était un jeu je crois que c'était du deck building solo, si je me souviens bien, et qui était assez chouette. Je l'avais pris aussi, celui-ci. J'en fais pas beaucoup, moi, des jeux solo, mais de temps en temps, il y en a un vers lequel je me dirige aussi. C'est vrai qu'il y a de la création actuellement. Je te pose la question maintenant, avant d'aborder la nouvelle gamme. Est-ce que tu as des titres qui te viennent en tête comme ça, que tu as particulièrement... Est-ce que tu as un panthéon des jeux solo? Non, en fait, le truc... C'est une bonne réponse. Bon, j'ai évoqué le Seigneur des Anneaux de Knizia, qui est un jeu coop, qui n'est pas du tout prévu à l'époque, il n'y avait même pas la possibilité de faire une version solo. Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait tomber dedans. Et pour la petite histoire, c'était même pas parce que j'avais envie de jouer solo, c'était parce que j'avais envie de comprendre comment on pouvait gagner à ce jeu, parce qu'on n'arrêtait pas de perdre. Sinon, c'est vrai que ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Et en fait, globalement, de très bonne qualité. C'est pour ça que c'est difficile. Je dis pas, quand je dis non, c'est pas non, tout est nul à part les jeux que je fais. C'est non parce que globalement, je trouve que le niveau de création, que ce soit d'ailleurs en solo ou en multi, a vraiment beaucoup augmenté.
Déjà il y a 20 ans, c'était pas mal du tout. Il y avait quelques très très grands titres qui étaient fantastiques et qui sont encore tout à fait jouables aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que le niveau moyen, il y avait encore quand même quelques trucs qui étaient un peu bricolés, un peu mal faits. Et là, j'ai l'impression que depuis 10 ans, on n'a plus du tout ça. Donc il y a une montée de niveau, peut-être pas. Le sommet, j'ai pas l'impression qu'il a monté par rapport à il y a 20 ans. Les jeux qui étaient fantastiques il y a 20 ans, on n'a pas nécessairement fait mieux ces dernières années. Mais le niveau global, je pense, a augmenté. Des jeux mal foutus, ça, on en avait encore dans les années 2000. Et je pense qu'en 2020, ça, on n'en a plus. Donc il y a beaucoup. Je joue pas mal, j'essaie de découvrir pas mal de jeux solo par d'autres éditeurs. Et globalement, c'est toujours des surprises agréables. C'est pas. Il y a peu de choses qui me tombent des mains où je me dis, mais comment c'est possible de faire ça encore en 2025 ? Il faut faire une vraie différence aussi entre les jeux coopératifs narratifs, qui peuvent donc se jouer en solo aussi, mais qui ne sont pas tout à fait la même gamme que ceux dont on parle là aujourd'hui. Et puis les casse-têtes aussi. Est-ce qu'il faut mettre de côté tout ce qui sont les jeux à énigmes où tu as 60 cartes à l'intérieur qu'il faut résoudre, et le jeu solo, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même démarche. C'est vraiment une question très intéressante. Pour moi, la différence... Alors, il y a ce grand débat, et c'est marrant parce que j'en discutais avec Pierrot justement au salon de Cannes sur Behind. Et sur le côté one-shot ou pas one-shot d'un jeu. Et c'est vrai que... Alors, il y a l'aspect économique, économico-écologique, on va dire. Le premier, c'est est-ce que j'ai envie de mettre 25 balles pour un jeu que je vais jouer 3 fois ou pas. Et ensuite il y a le côté, et ça c'est encore plus fort, Behind n'a pas ce défaut dans la mesure où il est rejouable, on peut prêter la boîte, on peut donner la boîte, on peut... c'est pas le jeu qu'on jette. Tous les jeux jetables, on doit déchirer des trucs, coller des trucs, voilà, et on n'a pas, surtout les premiers jeux Legacy qui n'avaient pas... Maintenant ils ont essayé d'améliorer ça, les jeux Legacy, on se retrouve à la fin avec une espèce de version finale qu'on peut rejouer, mais moi je me rappelle que le premier Pandémie Legacy, quand on avait terminé l'aventure, on pouvait même pas rejouer ce dernier chapitre, le dernier chapitre intervenait encore en termes de stickers et de trucs sur le plateau, et donc la partie... Et c'est vrai qu'il y a cet aspect écolo qu'il faut aborder quand même. Et alors, comment répondre ? Pour moi, alors, en tant qu'amateur, c'est totalement schizophrénique, en fait. En tant que joueur, un jeu comme Behind, j'adore. J'ai adoré jouer à la première boîte, et on en a discuté, il y a une deuxième qui arrive, je suis sûr que je vais aller l'acheter, ça c'est sûr, parce que j'ai pris énormément de plaisir à y jouer. Moi aussi je vais l'acheter, parce que comme le premier j'ai pas eu l'occasion de l'acheter, la deuxième clairement je vais l'acheter. Donc clairement, mais là, c'est là que c'est schizophrénique. En tant qu'éditeur, c'est pas une direction dans laquelle j'ai envie de m'engager. Oui, c'est très différent. C'est parce que pour moi, la rejouabilité fait partie des critères que je recherche en tant qu'éditeur. Et c'est pas seulement l'aspect écologico-économique de je mets pas 25 balles pour jouer 3 fois. Si on met 25 balles pour jouer, si on va au resto, on va au Cinoche, on met ça et on n'a pas, et donc même le resto tu une seule fois et c'est le même prix. Oui, c'est ça, que 3 fois un jeu comme bien. Pour 25 €, j'en ai eu pour mon argent. J'estime pas que j'ai été volé, et écologiquement, comme je dis, c'est pas un jeu qui... Par contre, là où, et c'est pour ça qu'en tant qu'éditeur, j'ai pas envie d'aller là. Ce que j'aime bien, je pense que un des caractéristiques du jeu, c'est le côté tableau noir à l'école. On peut se tromper et recommencer. Et pour moi, tous les jeux one-shot, et c'est la même chose que d'aller dans une escape room, j'ai fait des escape rooms avec des potes, et on a des souvenirs assez cuisants de défaites sur la dernière énigme, parce qu'une fois on avait été mal guidé, une fois il y avait un truc qu'on n'avait pas vu, et... Alors, c'est vrai que des années après, on peut se dire « Ah, tu te souviens comment on avait planté ?» Mais je sais qu'au moment même, il y a cette espèce de sensation de c'est fort là-dessus, les escape rooms. Il y a toujours ce rapport au plaisir du joueur que le maître du jeu, qui est quand même présent quelque part dans la salle, doit pouvoir analyser et gérer. Oui, et du coup, il y a ce souvenir un peu de voilà, on a raté, et on n'a pas une deuxième chance. Alors qu'on essaye un jeu solo et on se plante complètement, et c'est pas grave, on remélange les cartes et on est reparti. Et je pense que ça, c'est important, ce côté de on peut faire un reset à chaque fois. Et ça, j'ai pas dans tout ce qui est justement énigme, one-shot, jeu d'énigmes, jeu d'enquête. Et c'est pas un défaut en soi, mais pour moi, c'est pas du tout un défaut, mais pour moi, c'est là qu'il y a vraiment une différence entre un jeu et un one-shot. C'est que le one-shot, si on le rate, on a peut-être appris quelque chose pour un prochain one-shot,
genre vous tentez Behind, vous foirez sur les 3 énigmes, il n'y a pas vraiment de rattrapage. Vous pouvez le mettre de côté, vous dire je le reprends dans 3 ans quand j'aurai oublié la solution, mais c'est plus la même chose. Par contre, vous avez appris quelque chose pour la deuxième boîte. Alors que sinon un autre jeu, solo coop, vous vous plantez, sur le même jeu, vous avez appris quelque chose sur le même jeu. Pour moi, la ligne de démarcation, elle est plutôt là, sans mettre de jugement de valeur d'un à l'autre. Mais pour moi, pour répondre à ta question, la différence, elle est là. Est-ce que c'est un tableau noir qu'on peut effacer et refaire, ou est-ce que c'est une erreur qui reste, voilà, on a fait cet escape room, on s'est planté, on se souviendra toujours du voyage qu'on a fait dans cette ville pour faire cet escape room, et on n'a pas réussi. Dans ce sens-là, dans Behind, le fait qu'il y ait des indices qui ne soient pas punitifs en termes de degré de réussite, c'est bien vu. Parce que normalement, tu peux prendre un indice pour te permettre de vérifier si tu vas dans la bonne direction, et cet indice-là, il ne te pénalise pas par la suite. Donc ça, c'est une façon de répondre à cette problématique-là. Ce sont des démarches qui sont complètement différentes, évidemment. C'est pas du tout le même produit. On va parler justement des nouveaux, la nouvelle gamme qui paraît donc... alors les premiers, c'est avril, c'est ça ? Oui, mars-avril. Alors je ne montre pas les bons d'ailleurs quand je dis les premiers, parce que les premiers, c'est les 2 autres. C'est alors Last Minute et Ravel, qui vont sortir très rapidement. Les 2 suivants sortent également en 2025, mais plutôt sur la fin d'année. À Essen, en fait, en octobre. Voilà. Donc 4 nouveaux petits jeux. Vous voyez que les boîtes sont petites. Si, ça fait quasiment la moitié d'une boîte, une boîte de l'Onirim, de l'univers. Mais ça a la même tranche pour les collectionneurs et pour pouvoir ranger facilement dans... La même largeur de tranche, ça va dépendre desquelles. Oui, c'est ça, on peut les ranger dans sa ludothèque. La même hauteur, exactement. Vous pourrez les mettre les uns à côté des autres. La gamme s'appelle Min-Imp, et nous avons 4 jeux différents, et vraiment différents pour le coup. On a fait une vidéo, donc on ne va pas la refaire là ce matin, mais vous allez la découvrir sur notre chaîne principale, vous aurez l'occasion de découvrir les jeux, et même, c'est un showroom, dans les showrooms, on ne joue pas habituellement aux jeux qu'on présente, parce que simplement on fait du pitch, on vous permet de les découvrir, c'est un format qui est utile aussi pour les boutiques, pour les découvrir rapidement, mais là il y en a 2 auxquels on a pu jouer complètement, puisque les parties sont relativement rapides, on va le voir sur la tranche, les 2 premiers justement, c'est 10 minutes de partie. Très court. L'idée, c'était globalement dans cette collection d'avoir des jeux très accessibles et assez rapides, même si, ça on verra en septembre-octobre, Mayor of Chicago a une durée d'une demi-heure, c'est un jeu un peu plus long, ça reste pas très long non plus, donc j'ai envie de dire notre plus grand jeu dans la gamme, une partie dure une demi-heure, donc c'est pas, voilà, ça donne un peu l'idée de la rapidité de cette collection, des jeux de cette collection. Alors, comment les décrire très rapidement. Ici, Ravel, nous avons un petit jeu qui s'appuie sur des dés. On a une série de dés à l'intérieur. En gros, s'il faut décrire Ravel si je peux décrire Ravel très rapidement, pour revenir justement sur les énigmes que tu évoquais, on pourrait dire que c'est un smart game, mais rejouable à l'infini, dans la mesure où ce sont justement le positionnement des dés et des cartes qui vont créer des problèmes qui vont être différents d'une partie à l'autre. Mais c'est un peu cette idée qu'il faut réagencer les dés pour remplir certaines conditions en respectant les règles du jeu. Je dirais que ça, c'est un résumé assez succinct, un smart game rejouable. Last Minute. Anne, tu voulais me dire quelque chose ? Non, rien. Du tout. Last Minute. Last Minute, c'est un jeu en temps réel, c'est assez frénétique, on essaie de jouer les bonnes cartes, il y a des cartes de couleurs différentes, des câbles qui sont coupés, il faut jouer les bons câbles coupés de la bonne couleur en dessous des cartes bombes, et on a entre 1 et 2 minutes suivant le nombre de joueurs pour faire ça. Donc c'est un jeu assez frénétique, mais qui a aussi un aspect gestion de main, et c'est ça qui m'a convaincu de le publier, puisque en principe l'ADN, la ligne éditoriale d'Impatience, c'est de faire des jeux qui sont jouables solo. Et donc je l'ai vu démontrer en mode coop, et je trouvais ça très amusant, mais j'avais un petit doute sur le solo, je me suis dit ça va probablement pas marcher, parce que souvent les jeux frénétiques ne marchent pas en solo, parce qu'on perd l'ambiance, le fun, l'espèce de rigolade un peu premier degré. En fait, comme il y a un aspect gestion de cartes, gestion de main tendue dans ce jeu, en fait ça fonctionne aussi très bien en solo. Donc c'est un mélange de pose de cartes frénétiques et de gestion de main. Donc celui-ci, on a pu y jouer évidemment dans la vidéo, c'était un plaisir même, c'est le genre de jeu où vous verrez, on va vous le présenter plus en détail, mais
on a tout de suite envie de participer, de voir si on va y arriver. Les 2 suivants vont sortir un petit peu plus tard. On a Rainer Knizia aux commandes, j'ai pas cité le nom des auteurs des 2 premiers. Donc Daniel McKinley sur le premier Ravel, Romaric Gallonier et Luc Raymond sur le second Last Minute. Sur celui-ci, Rainer Knizia. Je savais pas qu'il faisait du jeu solo, mais en fait si, il a déjà fait notamment des jeux je me souviens plus desquels forcément, mais je me rappelle d'une boîte dans laquelle il y a aussi ces fameuses séries de cartes qu'il faut résoudre dans un certain ordre, avec un niveau de difficulté progressif. Non, tu le vois pas ? Non. Ah bah je me souviens de ça, mais je fouillerai, je vais essayer de remettre. Il a fait tellement de Logic Games aussi. Oui, c'est ça, c'est de ça dont je parlais. Alors là, c'est pas le cas, là c'est un jeu de stop ou encore. C'est en fait, des prise de risque. Stop ou encore prise de risque, gestion d'une main de cartes. Oui, c'est ça. Mais toute petite main. Oui, c'est ça. C'est plutôt une gestion d'un deck puisqu'on n'a qu'une main de 3 cartes et il faut à chaque tour décider si on pioche des cartes dans le deck, ce qui réduit évidemment le deck pour essayer d'améliorer sa main, ou si on décide de scorer la main telle qu'elle est, quitte à rater quelques occasions si les meilleures cartes arrivent qui permettraient d'améliorer cette main. Et enfin, le dernier, Mayor of Chicago, là cette fois-ci, il y a un aspect effectivement de gestion de main avec un défi. Alors c'est très difficile à pitcher, je ne sais pas si tu y arriveras peut-être mieux que moi. Je dirais que c'est surtout un jeu de gestion de ressources. Il y a différentes ressources et on essaye de battre le maire sortant de Chicago avec la ressource la plus importante du jeu qui sont les voix. On essaie de gagner des votes, en fait, des habitants de Chicago. Et c'est un système, le système de base, c'est que les cartes sont double face. Il y a sur un côté un assistant qu'on peut engager et qui va nous rapporter des ressources s'il est placé dans les bons quartiers de la ville. Et les bons quartiers de la ville, en fait, c'est l'autre côté de la carte qui représente des quartiers de la ville qu'on va assembler en mode puzzle. Et donc, pour chaque carte qu'on pioche, on va devoir décider si ça vaut la peine d'engager l'assistant, et donc de réduire sa trésorerie, ou si on veut plutôt le poser dans la ville pour faire le puzzle le plus efficace possible, pour ensuite poser d'autres assistants qu'on a engagés et scorer alors un nombre important de ressources pour finalement espérer battre le maire de Chicago quand on aura fait son puzzle et posé ses assistants. Voilà pour les 4 jeux qui vont sortir, qui vont arriver. Donc là, on vous les a pitchés très rapidement, vous savez qu'ils arrivent aussi. Donc il y a un aspect qui est sensiblement différent par rapport aux précédents de la gamme Onivers, et même des 2 autres qui sont sortis depuis. Par ce format, donc tu es reparti sur un petit effet de gamme qui est assez sympathique. Il y en aura peut-être d'autres derrière ? J'espère. En tout cas, c'est à l'étude. On a eu pas mal de... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la naissance de cette collection, c'était une très légère forme de nostalgie pour les petites boîtes de Nirim et d'Equilibrium. Ah oui, parce que c'est vrai que la première boîte, la Nirim, est sortie dans ce format-là. C'était encore plus petit, en fait. On valait peut-être presque la moitié de... C'est vrai. Oui, on les a pas ramenés finalement. Mais on les a au chalet. Et donc, en fait, quand je dis nostalgie, c'est très relatif. Je trouve que le format de boîte carrée qu'on a montré maintenant est clairement le format idéal pour ces jeux. Il y a plein de jeux qui n'auraient pas été possibles. On n'a pas insisté dessus, mais le boitage, il est assez dingue sur ces boîtes-là. Regardez, je vous le montre en vue du dessus. On le remontre à chaque fois parce qu'on a du plaisir, mais l'objet en lui-même est fascinant. Là, ici, on a des boîtes plus simples. Il faut reconnaître quand même que là, c'est moins facilement transportable dans son petit sac de voyage. Alors que peut-être sur ces petites boîtes-là, ça sera plus facile de les prendre. Et on sait qu'il y a des joueurs qui ne prennent même pas la boîte, qui le glissent dans une pochette pour pouvoir emmener les jeux encore plus facilement. Parfois, ils mettent plusieurs jeux dans une même boîte. Il y a des gens qui font ça. Regardez, ce Castellion. C'est fascinant quand même, ces boîtes-là, on a envie de les avoir chez soi parce que l'objet en lui-même, il y a toute une recherche indépendamment du jeu en lui-même. On voit que celui-ci n'a pas été joué, ce Castellion, c'est un scandale. On a plusieurs fois les boîtes. On en discutera après. Et donc c'est pour ça que je dis nostalgie, c'est pas le bon terme, parce que vraiment ce format de boîte, c'est clairement le format idéal pour les jeux de l'univers, mais il y avait quelque chose dans justement ce que tu évoquais, la simplicité de pouvoir transporter les premières boîtes, et donc je me disais, ce serait bien chez Impatience d'avoir une collection de plus petites boîtes, et en ayant, je sais pas, quelques mois, j'ai eu toutes ces propositions de prototypes qui sont arrivées et qui confirmaient que clairement il y avait la créativité derrière pour une collection de ce type, et depuis j'ai eu aussi beaucoup de propositions de prototypes qui rentreraient parfaitement dans ce format-là. Donc oui, moi c'est une collection que j'espère continuer au-delà de ces 4 titres. On verra ce qui sortira, et évidemment on sera très attentif aux nouvelles sorties. On vous a présenté les nouveaux jeux, on a eu l'occasion de rediscuter ensemble, on va terminer cette matinale. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, parce qu'on était plus de 200, vous êtes nombreux, vous intéressez aux jeux solo, et c'est plutôt chouette. Et puis de toute façon, à nos invités de manière générale, il y a toujours cet aspect découverte qu'on adore sur la chaîne.
On va terminer avec, vous pourrez retrouver toutes les informations évidemment sur notre site, on ne s'attarde pas dessus, même revoir l'émission qu'on avait enregistrée au sommet des jeux. T'as pas mis, Aline, faudrait qu'on recherche. Oui, je rajouterai le format avec Élise Plessis. Oui, je rajouterai tout à l'heure. Je vais te demander de nous citer des jeux. Alors là, je fais appel à ta connaissance ludique, c'est très dur à faire, hein, auquel tu aurais envie de jouer avec différentes personnalités. C'est le jeu de la fin et vous pouvez participer sur le chat. N'hésitez pas à nous donner vos bonnes idées en fonction des personnalités que l'on va citer. On a parlé beaucoup de jeux solo. Je pense que c'est peut-être pas mal de pouvoir ouvrir un petit peu, de manière beaucoup plus générale, les jeux que tu jouerais avec des gens. Donc l'inverse du jeu solo. Sur cette dernière rubrique de l'émission, première personne, à quoi jouerais-tu avec Bruno Solo? Alors, Bruno Solo, donc c'est atmosphère d'entreprise, un peu, on est dans cette catégorie-là. Je suis fier de ma blague. Bravo. C'est dur comme question. Oui, tu peux passer la blague, c'est pas si simple de trouver. Est-ce qu'après on a Han Solo ou pas du tout? Non, arrête, Aline. Ah, vos Codenames? À Codenames, bah oui, très bien. Bah voilà, très bon choix pour jouer. Moi, je joue à Café Overload avec lui parce que je pense qu'il aime bien il aime bien cette rêve de café. Il est toujours près de la machine à café. Très bien. Un jeu en duo, nous dit Bob Danu. N'hésitez pas à trouver des gens. Je suis sûr que sur le chat, vous allez être plus doué que nous parce que nous, on essaie de réagir au débeauté, mais c'est pas si simple que ça. Deuxième personnalité, à quoi jouerais-tu avec Paul Person? C'est un musicien. J'adore Paul Person, je rêve de nuit blanche étoilée. Un musicien, on a envie de jouer aussi. Tu t'y connais bien un peu en musique quand même, donc il doit faire des tournées aussi. Paul Person, ça fait longtemps que j'ai pas entendu, ou que j'ai pas même pensé à lui, mais c'est une sorte de Bashung-like. Un guitariste, ouais, il a fait quelques chansons. Ouais, je dis, je rêve de nuit blanche étoilée, c'est bien de Paul Person et c'est chouette. Un Shabada Bada avec lui, éventuellement. Hitstar, nous dit-on, top 50, vous restez dans la musique. Hitstar, oui. Hitstar, auquel les gens ont beaucoup joué. Ça a bien marché ce jeu. Ça fait partie des jeux un peu de grande surface, je me permets de le dire comme ça, mais qui fonctionnent très bien. Personnalité suivante, avec Nadine Seul. Alors, organisatrice du festival des Jeux de Cannes. Tu t'es fait plaisir, non? Non, pas du tout. Forcément, les organisateurs du festival des Jeux de Cannes, on a envie de leur faire découvrir des jeux, parce qu'il y a aussi ce regard par rapport à tout ce festival, très important. T'as déjà joué avec Nadine, tiens, d'ailleurs? Non. Non, t'as jamais eu l'occasion? Ah bah oui, bien sûr, beaucoup. On a eu le plaisir de la recroiser, là, ça fait 6 ans maintenant qu'elle est plus au festival des Jeux. Je crois qu'elle a quitté l'organisation du Festival des Jeux. Elle était présente. Ah, elle est là festival. tous les ans. Ouais. Avec son association. Azul, très bien, oui. Les réponses sont difficiles. Hein. On sent que la blague, c'est surtout de les personnalités. Avec Robinson Crusoe. Je ne connaissais pas ce film, Robinson Crusoe, où Pierce Brosnan l'a incarné. Non, mais... Alors, Robinson, il est tout seul sur son île. Ça fait des semaines qu'il joue tout seul. Je pense qu'il en a par-dessus la tête des jeux solo, il n'a plus envie. Là, il sort de son île, il a envie de redécouvrir un jeu. Moi, je joue à Galérapagos. À vendredi, Galérapagos. Bah oui, il est très très bon choix, effectivement. Ou à Robinson Crusoe, puisque le jeu existe également, effectivement, mais je ne suis pas certain qu'il ait envie de se relancer là-dedans. Il connaît. Alors après, il est très fort. C'est l'avantage. Mais il a peut-être envie de jouer à autre chose. Et c'est un jeu, d'ailleurs, le jeu Robinson Crusoe, c'est un jeu coopératif plutôt. Il peut jouer en solo? J'ai essayé. Ça marche bien en solo? Moi, je trouvais que c'était un peu punitif en solo, mais je pense que c'est punitif aussi en multijoueur. Donc... Il est très dur. Je n'ai jamais gagné, moi, Robinson Crusoe. Il est effectivement assez dur. Alors moi, j'ai un rapport par rapport à ça, c'est que beaucoup de joueurs sur les jeux coopératifs sont contents de perdre la première partie parce qu'ils se disent il y a du défi. Et c'est pas forcément mon cas. Moi, tu vois, je suis plus amateur, et d'ailleurs c'était le cas sur les quelques-uns qu'on a montrés, je suis plus amateur, j'ai besoin d'avoir une satisfaction assez rapidement. Donc de jeux dans lesquels on peut corser la difficulté en proposant à l'intérieur des niveaux qui vont s'élever, on voit dans le jeu que oui, vous n'allez pas vous ennuyer, mais la première partie n'est peut-être pas si compliquée que ça. J'ai besoin de gagner, moi, en fait. Généralement, c'est ce que j'ai tendance à faire aussi quand je publie un jeu, d'avoir une version qui est assez abordable au début et puis de pouvoir corser la difficulté ensuite. On continue avec... À quoi tu jouerais avec personne? Alors, c'est Terence Hill, évidemment, mais c'est le personnage d'un des meilleurs films qui existe. C'est très très bien ce film, j'adore Mon nom est personne.
Je sais pas si tu as déjà vu. Oui, une grande époque du western spaghetti. Enfin, là, c'est la deuxième époque du. On a eu après Sergio Leone. Après, on a eu. Je ne sais plus quel est le nom du réalisateur, mais je crois que c'est produit par Sergio Leone, Mon nom est personne. Excellent film si vous ne l'avez pas vu. Bon, voilà. Alors, dans l'univers du western, peut-être, éventuellement, à quoi vous joueriez. Bang, oui, c'est une bonne proposition. Elle n'aime pas trop, Bang. J'aurais proposé Colt Express aussi. Colt Express, je préfère, ouais. Bon, je trouvais ça trop long et enfin, j'ai de mauvais souvenirs. En fait, c'est lié aussi aux souvenirs de parties qu'on a parfois. C'était la grande époque, on avait plus de tolérance pour les longues parties. Ouais, Martin s'est fait plaisir. Moi, je joue presque dans ma tête à quelle est la prochaine vignette. Je crois qu'on a fait le tour là, on arrive au bout. Bon, je vous ai mis Han Solo parce que vous l'attendiez, je ne l'ai pas vu trop vite parce que ça serait trop facile, mais on part un petit peu dans la science-fiction. Dans la science-fiction, pour moi, la référence reste toujours Restfort de Galaxie, qui est un des meilleurs jeux. Pour moi, oui. Mais franchement, la meilleure réponse, je pense, c'est Princesse Rebelle. Moi, je joue à Princesse Rebelle avec Han Solo. Il y a un très bon jeu solo qui se passe dans un univers de vaisseaux spatiaux chez Yellow. Comment il s'appelle déjà plus, celui-ci? Que j'avais bien aimé, moi, ça fait partie de mes préférés. Under Falling Skies. Voilà, Under Falling Skies. Celui-là, je l'aime bien. Ouais. Mais bon, en solo, donc si c'est pour jouer avec Han Solo. Oui, c'est vrai que non, lui, il joue pas des jeux solo, évidemment. Et on termine avec toi, parce que là, pour le coup, tu vas rentrer après, je crois qu'il y a un peu de train sur le retour. Oui. À quoi vas-tu jouer? J'ai un proto, en fait, mais pas de moi, qu'un auteur m'a confié. Et donc je vais faire quelques parties de ça. Et c'est vrai que ça... Alors, pour la photo, c'est un vrai plaisir en fait de chercher des photos de toi parce que forcément tu es chanteur lyrique, donc il y a eu plein de photos qui ont été prises pendant l'exercice de ton métier et je me suis dit mais j'ai pas de photos comme ça de moi. Toutes ces photos tu sais qui sont prises lors d'interviews où le photographe s'amuse aussi à chercher un regard particulier, un air aussi qui correspond peut-être à l'image qu'il se fait de ce métier-là, qui sera pas la même que que l'image que tu as dans les émissions de jeux de société naturellement. Faut qu'on fasse des photos comme ça, Aline. Faut que je me mette à côté d'un piano. Là, on est à côté d'un piano sur cette photo-là, et que je prenne des airs de recherche d'inspiration. Lacrimosa. Mais c'est pas très solo, Lacrimosa. Je suis pas sûr que ça soit très bon aussi. Est-ce que c'est bien, Lacrimosa? C'est une question que je vous pose. Il est sorti ou pas, celui-là? Oui, il est sorti. Hein, ouais. Oui. Mais c'est Luthier qu'on attend encore. Oui, c'est Luthier qu'on attend. Voilà, je les confonds les deux, exactement. Dans Lacrimosa, j'ai fait 2 parties. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette mécanique. Moi, j'ai pas joué. Et on sentait qu'ils avaient fait quand même quelques recherches sur le thème. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il était en adéquation parfaite? Peut-être pas, mais ils ont fait l'effort. On n'avait pas l'impression de voir un jeu économique avec un thème classique juste plaqué dessus de façon totalement maladroite. Donc il y avait donc ça fonctionnait et la méca tournait bien. Voilà pour les jeux dont on vous a parlé aujourd'hui, voilà pour la découverte aussi de tout l'univers de Shady Torbay, et pas que de l'univers, puisque vous avez découvert les Mine Imp, donc les 4 petits jeux qui vont sortir en 2025. Je vous les remonte pour conclure cette émission. Ravel, Last Minute, ce sont les 2 premiers. Freegard et Mayor of Chicago, ce sont les 2 suivants qui sortiront un petit peu plus tard cette année. Vous les connaissez maintenant, peut-être qu'on vous a créé une certaine attente autour de ces jeux. Probablement quand vous passerez dans vos boutiques, vous aurez un regard appuyé sur ces jeux-là en vous disant « Mais oui, je connais Shady, j'ai envie de découvrir ce qu'il a fait maintenant. » Merci pour cette venue au chalet. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Demain, Aline, c'est demain matin, on est mercredi. Demain matin, on reçoit la boutique ludique L'Entre des Jeux à Gap. C'est le top du GBL du mois de février. Et puis, en après-midi, il y a un live événementiel avec Big Moustache Games sur le jeu chouette, Opération Zèbre. On va bien s'amuser également. On vous donne rendez-vous parce qu'on vous fait jouer avec nous pendant ce live-là. 2 lives demain. 8h et 17h. Voilà pour le programme de la journée de demain. On vous rend à vos activités. Vous pouvez reprendre des activités normales, comme disait je ne sais plus qui sur je ne sais plus quelle chaîne. Ah, c'était les Guignols, ça, je crois. C'était la fin des Guignols. On vous rend à votre vie. Exactement. Bonne journée à tous. Ciao.